Bienvenue dans la thématique numéro 10 qui va traiter des tris et de la complexité. Nous avons parlé dans un chapitre précédent des collections. Donc on a vu que les collections, ça nous permettait de traiter des quantités de données. Mais maintenant, on n'a pas encore regardé comment utiliser concrètement les collections pour réaliser des opérations de haut niveau. Vous avez ici devant vous une collection physique d'objets. Vous voyez ici, ce sont des bonbons pèse, et il y a plusieurs manières en fait de les grouper. On peut les regrouper en fonction, par exemple, de la couleur euh, des containers à bonbons. On pourrait mettre tous les containers rouges ensemble. On pourrait autrement les trier par les personnages. Donc on pourrait mettre tous les lapins ensemble, toutes les souris ensemble, tous les Pères Noël ensemble. C'est d'ailleurs ce qui a été fait ici. En plus, en faisant comme tri secondaire l'usage de quel dessin animé proviennent les personnages qui sont là. Et dans ce chapitre aujourd'hui, c'est un petit peu ça qu'on va voir, comment on peut, d'une part, trier des choses, et puis combien ça coûte en termes de performance de réaliser des tris, de réaliser des groupes. On va commencer par discuter d'une méthode de résolution de problèmes générale qui s'appelle les algorithmes. On a vu que les collections allaient nous permettre de stocker de l'information, ceci de manière dynamique. On a vu que, par exemple, les vecteurs se comportaient comme des tableaux, mais on pouvait rajouter ou enlever des éléments. Et puis, vous avez travaillé sur la notion de liste, qui, elle, nous permet d'ajouter des éléments, par exemple, au milieu, de manière très rapide. Vous avez vu, avec le profiling du code, que l'insertion d'un élément au milieu d'une liste se fait en temps constant, alors que pour un vecteur, c'est plus long parce qu'il va falloir décaler les éléments. De manière générale, l'information brute est peu utile et l'informatique, c'est la science du traitement de l'information de manière automatique. Et puis, pour pouvoir traiter l'information de manière automatique, une des choses qu'on va souvent faire, c'est trier cette information ou faire des recherches dans une grande quantité d'informations. Alors réfléchissons ensemble quelques secondes à qu'est-ce que ça signifie concrètement dans la vie de tous les jours. J'imagine que vous avez déjà été sur un site web pour acheter quelque chose, donc imaginez que vous allez sur le site web de Digitech ou Galaxus, et puis que vous cherchez un objet quelconque, et vous voudriez trier les résultats qui vous sont proposés par prix. Eh bien, pour pouvoir faire ça, il faut s'imaginer qu'à quelque part dans le système informatique de chez Digitech, il y a une collection qui va représenter les objets que vous voulez acheter et on va pouvoir trier cette information de manière à ce que le prix soit présenté de manière croissante ou décroissante, par exemple. Une autre chose qu'on peut faire avec des collections, si vous imaginez que vous écoutez de la musique, par exemple sur Spotify, Spotify propose une très grande base de données avec beaucoup de chansons à l'intérieur, et vous, ce que vous aimeriez faire souvent, c'est chercher un élément dans une collection. Est-ce qu'un élément est présent dans la collection à un ou plusieurs exemplaires? Et ça, c'est des choses que on aime faire à l'aide des systèmes informatiques, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment on peut faire de telles recherches dans des collections et comment on peut trier. Si on s'intéresse au tri, je vous laisse maintenant regarder devant vous, vous avez un tableau d'entier, donc un tableau tout bête, un array, qui contient ici 5 éléments. Ces éléments sont dans un ordre ici quelconque, et je vous propose de faire un petit exercice, c'est le suivant. Réfléchissez comment vous pourriez écrire un bout de code qui fait en sorte que le tableau, après l'exécution de votre bout de code, se retrouve trié dans l'ordre croissant. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Une des manières qui peut être utilisée, c'est la suivante. On a notre collection ici,
et on va chercher dans cette collection l'élément le plus petit. C'est le 1. On va mettre cet élément 1 à la première position du tableau, vu que c'est l'élément le plus petit de toute la collection, et pour ça, on va échanger ces deux éléments. Donc, le 1 et le 4. On se retrouve maintenant avec un nouveau tableau, et on sait dans ce tableau que le premier élément, ici en vert, est trié. Puis on va continuer ainsi. On va regarder dans le tableau ici, quel est l'élément le plus petit? On va pour ça passer sur tous les éléments du tableau et on va découvrir que c'est l'élément numéro 3. On va maintenant échanger cet élément numéro 3 avec l'élément qui se trouve à la première position du tableau non trié. Et les autres éléments, on va les laisser à leur position précédente. On sait dès lors que les deux premiers éléments sont triés dans l'ordre. Et on continue ainsi. Alors, on avait là l'étape 2. À l'étape 3, on va mettre à la troisième position l'élément le plus petit de ce qui reste ici, ça va être le 4. Donc on va se retrouver ici sans changement à faire. Et les éléments triés seront ceux-là. Et on continue ainsi jusqu'à avoir parcouru tout le tableau. En cherchant à chaque fois dans le tableau qui n'est pas encore trié, quel est l'élément le plus petit, jusqu'à avoir finalement notre tableau trié. Voilà un des algorithmes de tri possibles, et on va voir maintenant comment formaliser une telle approche. Alors la formulation de la résolution de problèmes à l'aide d'une méthode formelle a été décrite pour la première fois par un mathématicien iranien qui s'appelait Mohamed Ibn Muhsan Kharazmi au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce mathématicien est considéré comme le père fondateur de l'algèbre et je vous propose maintenant un petit film qui va nous expliquer l'histoire des algorithmes. We think of an algorithm as something new, but the term actually dates back about 900 years. The word algorithm comes from the name of a Persian mathematical genius, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. He was born around 780 AD in the region now known as Uzbekistan. His name suggests he came from Khwarizma. Known as Al-Khwarizmi, he was director in the House of Wisdom, an intellectual centre for scholars in 9th century Baghdad. He made innovative contributions to mathematics, astronomy, geography and cartography, and wrote an influential book called Concerning the Hindu Art of Reckoning. 300 years later, the book was rediscovered and translated into Latin. It introduced Hindu-Arabic numerals to the West, which eventually replaced the unwieldy Roman ones. The Hindu-Arabic number system, along with the decimal point, both described by Al-Khwarizmi in his book, are the basis of the numbers we use throughout the world today. Al-Khwarizmi's name, when Latinized in the title of the book, became algorithmi, and this is the origin of the word algorithm. We also have Al-Khwarizmi to thank for the word algebra, which comes from another of his works. His books revolutionized mathematics in the West, showing how complex problems could be broken down into simpler parts and solved. In medieval Latin, algorithmus simply meant the decimal number system. By the 13th century, it had become an English word and was used, for example, by Chaucer.
But it wasn't until the late 19th century that algorithm came to mean a set of step-by-step rules for solving a problem. In the early part of the 20th century, Alan Turing, the British mathematician and computer scientist, worked out how, in theory, a machine could follow algorithmic instructions and solve complex mathematics. This was the birth of the computer age. During World War II, he built a machine called the bomb, which used algorithms to crack the Enigma code. Today, algorithm is a fairly common term, even if sometimes we are not exactly sure what an algorithm does. Algorithms are everywhere now, helping us to get from A to B, driving internet searches, making recommendations of things for us to buy, watch or share, and predicting how we vote or who we fall in love with. This little word that originated in medieval Persia is gradually transforming our lives. Vous avez ici la description formelle de ce que c'est un algorithme, une définition. Donc, un algorithme, c'est simplement un ensemble d'étapes qui nous permet de résoudre un problème en utilisant un nombre fini d'instructions. D'instructions, c'est comme les instructions au sens informatique du terme. Donc, un algorithme, c'est la description en programmation séquentielle de la résolution d'un problème. Concrètement, comment c'est fait? Eh bien, pour décrire un algorithme, on utilise deux grandes méthodes. La première des grandes méthodes, c'est celle qui est illustrée sur le schéma A en dessous, ce qu'on appelle en anglais un flowchart, un diagramme de flux en français. Et ces flowcharts, eh bien, on va en voir un en détail au slide suivant. La deuxième méthode de description des algorithmes qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle du pseudocode. Alors ce pseudocode, vous voyez ici, ils sont illustrés en violet dans mes codes à moi. Et puis, ces pseudocodes décrivent ce que doit faire notre code, mais sans aller dans le détail de l'algorithme. Donc on va retrouver à l'intérieur de ces blocs de pseudocode des choses qui ressemblent à des instructions informatiques, comme par exemple des if, mais dans les conditions, on va être beaucoup plus libre. On va écrire par exemple du texte. Si une personne, par exemple, a plus que 27 ans, alors il faut l'enlever de la liste. Voilà ce qu'on va écrire dans du pseudocode, sans expliquer vraiment comment on fait. Prenons un exemple maintenant d'un flowchart qui permet de calculer le plus grand diviseur commun de deux nombres. Alors comment est-ce qu'on lit un tel diagramme? Eh bien, on commence ici par le début, dans ce bloc start, puis il est indiqué dans le flowchart qu'on doit lire deux variables A et B. Alors imaginons que nous on souhaite calculer le plus grand diviseur commun, GCD en anglais, de 30 et 18. L'algorithme qui est à gauche va nous permettre de faire ça. Alors, on va dire arbitrairement que dans A, on met 30 et dans B, on met 18. C'est la première étape de l'algorithme qui est là. On va devoir ensuite calculer quelque chose qui s'appelle x, selon la formule qui est donnée là, qui va être égal à A, donc 30, moins 30 sur 18, ça c'est la division entière, se diviser ici, fois 18. On va avoir ici 30 moins 30 divisé par 18, le résultat c'est 1. On peut mettre 1 avec la division entière, 1 fois 18 dans 30, donc on va avoir 1 fois 18, 30 moins 18 égale 12. On a fini le calcul de cette étape de l'algorithme. On doit maintenant contrôler, est-ce que x est différent de 0? Oui, x est différent de 0 car il est égal à 12. On doit faire ensuite cette étape ici dans laquelle on va dire A est égal à B, donc on va avoir A qui vaut B, donc 18. Le B était ici, on le met là. Et puis, on va mettre B est égal à x, donc B est égal à 12. Et on recalcule x avec la formule qui est écrite en dessous, donc x est égal à A moins 18 divisé par 12 division entière fois 12. On va avoir ici 18 moins 1 fois 12, 12. On va avoir égal à 6.
On a terminé cette étape, on revient là. Est-ce que x est différent de 0? Pas encore. On doit de nouveau inverser a et b, donc on va avoir a qui vaut 12, b qui va valoir 6, et on calcule maintenant x qui va valoir, eh bien, 12 moins 12 divisé par 6 fois 6, 12 moins 2 fois 6, qui va valoir 12, et donc 0. On se retrouve maintenant à cette étape ici. Est-ce que x est différent de 0? Non, parce que x vaut 0. Alors, le GCD des deux nombres a et b du départ est b. Donc, cette valeur qui est ici. Et effectivement, la dernière b qu'il y avait, et effectivement, le plus grand diviseur commun de 30 et 18, c'est 6. Voilà un exemple de résolution d'algorithme avec un flowchart.